Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Lynne Massé. Docteur en psychologie de l'éducation, orthopédagogue et psychoéducatrice, Mme Massé a débuté sa carrière comme enseignante et conseillère pédagogique en adaptation scolaire. Aujourd'hui, elle est professeure titulaire au département de psychoéducation où elle co-dirige le laboratoire de recherche et d'intervention sur les difficultés d'adaptation à l'école. Ses travaux de recherche portent notamment sur le développement et la validation de programmes d'intervention et de services pour les élèves présentant des difficultés d'adaptation et l'accompagnement des acteurs scolaires et des parents. En collaboration avec Claudia Verrette, elle a d'ailleurs développé 2 programmes d'intervention sur la gestion émotionnelle adressés aux enfants du primaire, Mieux gérer sa colère et sa frustration et Gérer ses émotions et s'affirmer positivement. Bonjour, Mme Massé. Bonjour. Merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Merci à toi aussi de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, l'objectif du balado aujourd'hui, c'est d'aiguiller les parents sur ce qu'ils peuvent faire pour aider leurs enfants à mieux gérer leur colère et leur frustration. Bon, avant peut-être de répondre à ta question, j'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de la colère. Oui. Parce que la colère, souvent, les personnes pensent que c'est une émotion qui est négative et qu'on devrait la supprimer, mais la colère, c'est une émotion qui est normale, qui est vraiment comme un petit bouton d'alarme qu'on a pour dire qu'une situation est injuste ou qu'elle est menaçante ou qu'elle nous nuit à notre développement personnel. Donc, en soi, la colère, c'est pas quelque chose qu'on doit supprimer, mais c'est quelque chose, elle va devenir problématique quand, soit parce qu'elle est mal exprimée, ça veut dire qu'on explose au lieu de dire tranquillement qu'est-ce qui nous fait vivre l'émotion négative, soit parce qu'elle est trop intense, puis on n'arrive pas à la contrôler, ou encore parce qu'elle est injustifiée par rapport à la situation. Par exemple, on est en colère pour quelque chose qu'on n'aurait pas dû se mettre en colère. Par exemple, un enfant va se mettre en colère contre un ami en pensant qu'il a fait exprès, tandis que l'enfant, c'était seulement un accident. OK. Fait que c'est vraiment... Fait que donc, c'est en soi, c'est pas nécessairement mauvais, mais il faut apprendre à mieux la contrôler. Parfait. Bonne mise au point, super importante. Alors, si vous êtes prête, je vais y aller avec mes questions. Oui. Première question, parlez-nous un peu de qu'est-ce que la régulation émotionnelle? Bon, d'abord, la régulation émotionnelle, c'est une habileté qui va se développer tout au long de la vie. OK. Mais on s'attend qu'au début du primaire, un enfant soit déjà en mesure de commencer au moins à mieux la gérer et à ne pas faire d'explosion. OK. Donc, la régulation émotionnelle, elle va comprendre 3 habiletés. La première habileté, c'est l'habileté à identifier l'émotion et à comprendre ses sources. Donc, ça, on va parler d'identification des émotions. La deuxième habileté, c'est la modulation des émotions. Fait que la modulation des émotions, c'est être capable de gérer l'émotion, soit pour pas qu'on en arrive à une escalade ou pour retrouver son état de calme une fois, par exemple, qu'on est colérique ou qu'on a fait une crise, mais être capable de s'apaiser. OK. Et la troisième habileté qui est reliée, mais c'est la capacité d'exprimer ses émotions et de façon autant pas rien qu'exprimer ce qu'on vit, mais exprimer qu'est-ce qui l'a causé, de façon à ce que la situation s'arrange ou ce que la situation se règle. Puis l'exprimer de manière adéquate, j'imagine. Exactement. OK, parfait. Et maintenant, ma deuxième question serait pourquoi on a des enfants qui, justement, on dirait, qui développent un petit peu plus tard cette capacité-là de régulation émotionnelle, qui ont plus de difficultés à gérer leur frustration ou leur colère? Bien, il y a plusieurs facteurs qui sont reliés à la personne qui vont faire qu'on va avoir plus de difficultés à gérer les émotions. Fait que la première caractéristique, c'est le fait d'être soit hypersensible ou de réagir plus autant aux émotions ou aux situations mais aussi aux situations qui suscitent l'émotion et aussi à tout ce qui pourrait être dans l'environnement. Fait qu'on va parler d'hypersensibilité ou d'hyperréactivité. Okay. Fait que ces personnes-là, autant que ça va être beaucoup plus intense la réaction, mais aussi le moindre petit élément va susciter une réaction négative. OK. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle là, l'hypersensibilité. Donc, le deuxième élément qui pourrait être là, c'est qu'on pourrait aussi avoir des personnes, souvent, je vais donner l'image aux enfants d'avoir une mèche courte. Fait qu'on appelle ça le seuil de frustration qui est relativement bas. Fait que ça, c'est des personnes que ça va leur en prendre beaucoup moins pour devenir frustrés. Fait que comme ça leur en prend moins, bien, plus facilement, même avec des situations que d'autres personnes s'emporteraient pas ou seraient pas frustrées, mais ces personnes-là vont vivre vraiment une frustration. Donc, ça leur en prend moins pour déclencher une réaction là, de colère là, ou une sensation là, de malaise. OK.
Ensuite, souvent, ce seuil de tolérance à la frustration-là qui est bon, si on met l'image, bien, ça serait vraiment une mèche qui est plus courte avant d'exploser, bien, ça peut s'accompagner aussi de la difficulté à attendre. On appelle ça, dans des mots plus scientifiques, la tolérance au délai de gratification. Fait que ça va être des enfants, par exemple, qui pour eux, leur besoin doit être satisfait immédiatement. Et s'il n'est pas satisfait immédiatement, bien, ils vont avoir tendance à réagir de façon négative. OK. Après, un autre élément qui peut être là, c'est une certaine forme de rigidité mentale. Fait que ce qu'on veut dire par là, c'est que des enfants qu'il faut absolument que tout soit toujours fait de la même façon ou selon leur goût. Fait que là, on peut penser, par exemple, à des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, où les éléments doivent être faits toujours de la même façon ou à leur façon. Et quand on déroge de ça, bien, ça suscite là, des émotions négatives. Fait que ce manque de flexibilité-là, bien, ça va faire que ça va être plus facile, tu sais, à devenir frustré. Parfait. Puis un dernier élément qui peut être là, bien, c'est vraiment les perceptions faussées des situations. Fait qu'on a des personnes, par exemple, qui vont avoir tendance, qui vont être beaucoup plus sensibles à tout ce qui est des indices hostiles. Fait qu'une situation comme tout à l'heure, ce que j'expliquais tantôt, comme par exemple un enfant qui ne l'aurait pas fait exprès, mais eux, ils vont avoir des intentions hostiles face à des situations comme ça. Fait que si je vois de l'hostilité partout, bien, c'est sûr que je vais avoir plus tendance à me mettre en colère. Fait que c'est de voir autant les situations hostiles, d'être plus sensible à ces indices-là, comme un peu s'il était toujours en vigilance, d'avoir peur d'être attaqué. Puis aussi, bien, ça va être aussi des perceptions parfois faussées, par exemple, soit penser que les personnes l'ont fait exprès, soit de généraliser ou de dramatiser une situation. Fait que si je vois pas bien la situation, et bien là, après, ça peut faire que dans des situations, bien, je peux peut-être être 2 fois plus frustrée qu'une autre personne si je réagis à chaque petite situation qu'il ne mériterait pas. Fait que ça, c'est comme un dernier élément là, qui pourrait expliquer ça. Puis c'est sûr que si un enfant a vécu un trauma, bien sûr. bien, ces éléments-là vont pouvoir être accentués. Parce qu'un autre élément aussi qui fait, c'est que toutes les émotions négatives, parfois, se mélangent. OK. Fait que si je surétiquette, un autre élément qui peut être une chose, c'est le surétiquettage des émotions négatives comme étant de la colère. Okay. Parce que, par exemple, si je suis triste ou déprimée ou si je suis anxieux, bien ça, c'est comme une émotion qu'on appelle de victime. Tandis que être en colère, bien, c'est plus une émotion de quelqu'un qui se défend, qui se bat. Et pour un enfant par exemple, qui a vécu un trauma, bien, ça va être... Parfois, ils vont plus aller en vivant plus de la colère que de la tristesse pour vraiment moins se sentir victime. Fait que ça serait comme un dernier élément, mais qui va être plus fréquent là, chez les personnes qui ont été victimes là, d'un trauma quelconque. Super intéressant. Bien, maintenant, je me lancerai dans la prochaine question. Qu'est-ce que les parents, justement, peuvent faire pour aider leurs enfants à mieux gérer leur frustration et leur colère? Est-ce qu'ils ont des stratégies qu'ils peuvent mettre en place? Bien, je pense que la première chose, avant même de développer des stratégies, ça serait de mettre en place des éléments pour prévenir les pertes de contrôle. OK. Ça veut dire que ces éléments-là, bien, c'est d'abord d'offrir un environnement sécuritaire à l'enfant. Fait qu'un environnement sécuritaire, bien, ça peut être de différentes façons. Ça peut être d'abord par l'instauration de routines qui vont être sécurisantes pour l'enfant. Ça peut être aussi par l'instauration de saines habitudes de vie. Parce qu'on sait, par exemple, qu'un manque de sommeil ou une utilisation trop fréquente d'écran bien, peut rendre plus difficile là, la gestion émotionnelle. Okay. Fait que ces éléments-là, s'ils sont mis en place, bien, déjà, on va prévenir que l'enfant soit pas en mesure, que ça soit plus difficile pour lui là, de gérer là, ses émotions difficiles. OK, je comprends. Alors, concrètement, comment on fait ça? Bien, d'abord, la première chose, ça serait de prévenir les pertes de contrôle. OK. Fait que pour la prévention des pertes de contrôle, bien, la première chose, ça va être vraiment l'environnement de vie, puis instaurer un climat ou un milieu familial qui va être plus sécuritaire. Fait que les premiers éléments, ça va être vraiment dans l'instauration de routines pour tous les événements où le parent voit des pertes de contrôle. Fait que je vous donne un exemple. Si c'est plus difficile le matin en partant pour l'école, bien, le matin, ça va être important d'instaurer comme une routine qui va être comme prévisible pour l'enfant pour vraiment faire que ça soit toujours la même chose pour que ça soit plus facile
pour lui, comme c'est prévu d'avance, ça va être plus facile de gérer ces situations-là qui peuvent être frustrantes. Fait que les périodes, souvent, à la maison, ça peut être la période de devoir, ça peut être la période avant de se coucher, quand l'enfant est vraiment fatigué. Si on a un enfant qui prend la médication, ça va être peut-être à la fin de la médication. Fait qu'on va essayer pour ces périodes-là de mettre en place vraiment des routines qui vont vraiment prévenir là, une désorganisation. Okay. Un autre élément, c'est vraiment l'instauration de saines habitudes de vie pour des habitudes qui vont avoir un rôle à jouer pour la régulation émotionnelle. Okay. Fait que je vous donne les principales qui sont vraiment très, très importantes. La première, c'est l'activité physique. Parce qu'un enfant qui manque d'activité physique, qui fait pas assez, par exemple, qui marche pas pour aller à l'école, en venant de l'école, qui s'installe directement pour faire ses devoirs, il va être vraiment avoir accumulé des tensions. Et ça, dès qu'il va y avoir un petit événement qui va se passer, ça va être difficile pour lui de gérer. Fait que si on prévoit dans les habitudes de vie d'avoir des périodes d'activité physique, par exemple, en revenant de l'école, au lieu qu'il se mette tout de suite au devoir, qu'il puisse aller se bouger, se dépenser, ça va favoriser la régulation émotionnelle. Okay. Donc, activité physique, ça, c'est très important. Un deuxième élément qui va être vraiment important, c'est le sommeil. Ah oui. Beaucoup d'enfants n'ont pas suffisamment de sommeil. Fait que vous allez peut-être me demander, mais c'est combien c'est la question qui me vient en tête. Bon. Tout à fait. Fait que là, c'est ça que ça va dépendre ça dépend des enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont moins besoin, mais ça va dépendre aussi de l'âge. Fait qu'on peut s'attendre que des enfants qui ont un peu du début du primaire, c'est de 11 heures, ça peut aller même de 11 heures à 13 heures de sommeil. OK, quand même. Fait que pour les plus vieux, comme au début du secondaire, c'est à peu près 9 heures qu'ils ont besoin. Fait qu'il faut qu'on voit... Est-ce que l'enfant a vraiment suffisamment de sommeil? Parce que s'il n'a pas suffisamment de sommeil, ça va être un des premiers facteurs qui va nuire là, pour la régulation émotionnelle. Très intéressant. Puis maintenant, au niveau des crises de colère, est-ce qu'il y a une manière de les prévenir, ces crises-là? Bien, ça va être la même chose. Ça va être d'abord de prendre conscience, mais c'est quoi les facteurs qui suscitent la crise? Parce qu'on va parler de 2 types de facteurs. Okay. On va parler des facteurs qui précipitent la crise, fait qui vont amener un déclenchement. Puis des facteurs qui vont aggraver la situation. Fait que si je prends des facteurs qui précipitent, pour certains enfants, ça va être quand on s'approche trop d'eux. On va appeler ça l'envahissement de l'air, de son espace personnel. Pour d'autres enfants, ça va être parce qu'ils ont une blessure à leur estime de soi, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont vécu de négatif, qu'il y a une accumulation de stress. Fait qu'il faut d'abord trouver la source, parce que si on connaît la source, je vous donne un exemple concret. Supposons que je sais qu'à chaque fois que l'enfant revient de l'école, crève de faim, puis que si on lui donne pas tout de suite une collation, il va faire une crise. Ah oui. Pourquoi pas prévoir, par exemple, dans l'auto, d'avoir une collation? Donc, on va répondre à son besoin et ça va aider à prévenir la crise. Mais on a aussi des facteurs qui vont aggraver. Des exemples de facteurs qui peuvent aggraver, pour un enfant, par exemple, que le TDAH, ça peut être la fin de la médication. Ça peut être l'accumulation de stress dans la journée. Ça peut être la fatigue à la fin de la journée, parce qu'il y a vraiment des moments où ça va être plus fréquent, où il va y avoir des crises. Fait que c'est d'abord de vérifier ces moments-là et puis après, d'essayer de mettre en place des choses pour répondre aux besoins de l'enfant. Au début, on a parlé de 3 habiletés qui étaient nécessaires pour gérer les émotions. J'aimerais ça vous entendre sur la première habileté qu'on avait. Je pense que c'était l'identification des émotions. Comment le parent peut aider l'enfant à mieux identifier ses émotions? Est-ce que vous avez des stratégies concrètes? Bon, la première chose, c'est de développer un vocabulaire par rapport aux émotions. OK. Si j'ai pas beaucoup de mots pour dire les choses, ça va être difficile pour moi de les nommer. Fait que je vous donne un exemple. Si on prend seulement la colère, la colère, il y a différents niveaux d'intensité. Oui. Est-ce que je suis seulement un petit peu frustrée, irritée? Là, je me sens furieux. Fait que d'avoir différents mots, OK, pour pouvoir d'abord nommer l'émotion que je vis, puis après, être capable de distinguer entre différents niveaux d'intensité, ça va être important. Fait que c'est autant au niveau de l'émotion elle-même, mais aussi d'être capable d'avoir des mots pour comment je me sens quand je vis cette émotion-là. Fait que est-ce que je me sens vidée? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens complètement submergée? Fait qu'autant des mots pour décrire l'émotion elle-même que des mots aussi pour décrire comment je me sens. Fait que ça peut être de différentes façons. Il y a des jeux de cartes, il y a des affiches avec différents types d'émotions. Fait que ça va être une première chose là, qui va pouvoir être développée. OK. Une deuxième chose,
pour bien identifier mes émotions, il faut que je sois capable de reconnaître les signaux. Si je ne suis pas capable de reconnaître les signaux, par exemple, de la colère, bien, je ne serai pas capable de mettre en place des moyens. Fait que je donne un exemple, par exemple, pour la colère. Bien, la colère, j'ai autant des signaux qui sont dans mon corps. Ouais. OK? Par exemple, je vais être tendue. Ouais. Toi, peut-être que tu rougis. Ouais. Ou que tu vas avoir les yeux qui froncent. Fait que chacun, on a nos signaux. Il y en a qui sont plus universels, mais il y en a d'autres qui sont propres à chacun. Fait que comment l'enfant, lui, il l'exprime, son émotion, c'est quoi ses signaux à lui? Mais il faut qu'il soit aussi capable de les reconnaître chez quelqu'un d'autre. Oui. Parce que moi, je l'exprime comme ça, mais peut-être que toi, c'est différemment. Ouais. Puis il faut que je sois capable de reconnaître aussi tes signaux. Oui, tout à fait. Fait qu'on a les signaux qui sont par rapport au corps, OK, qui sont externes, mais on a aussi nos signaux internes. Est-ce que mon cœur bat plus vite? Ouais. Est-ce que je me sens énervée? Je manque-tu d'air? Fait J'ai chaud. Comment c'est mes signaux internes? Puis après, comment je me comporte quand j'ai cette émotion-là? OK, est-ce que moi, je suis portée à frapper? Est-ce que je suis portée à me renfrogner sur moi? Fait que ça va être important autant, donc, mes signaux qui sont externes, mes signaux qui sont internes, les actions, mais je peux aussi avoir des pensées qui me viennent dans la tête puis qui vont nourrir, qui peuvent augmenter ma colère. Si à chaque fois, je me dis, ben il le fait pas exprès. C'est ça. Ben là, ça va nourrir encore plus ma colère. Fait qu'il va falloir aussi l'aider à identifier, ben c'est quoi les pensées qui lui viennent dans sa tête. Fait que donc, identifier nos signaux, nos actions, nos pensées, mais aussi l'aider à identifier, bien, c'est dans quelle situation que j'ai plus de difficultés. Est-ce que moi, j'ai plus de colère quand quelqu'un me taquine? Ouais. Est-ce que j'ai plus de colère quand quelqu'un s'approche trop de moi? C'est quoi? Qu'est-ce qui suscite mon émotion négative? Fait que ça, le parent peut le faire au quotidien. Ben oui. Il arrive une situation, fait que c'est sûr qu'on va pas le faire quand l'enfant est en pleine crise. Mais quand l'enfant est calme, on peut faire un retour avec l'enfant pour essayer de lui faire voir les choses. On peut aussi, s'il y a de la difficulté à le faire, puis qu'on voit qu'il y a quelque chose, bien lui dire, par exemple, « Oh, tu as l'air déçu aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qui s'est passé? » Oui. Ou, fait que lui refléter qu'est-ce qu'on voit. Ouais. Fait que ça va être des gestes simples qu'on peut faire au quotidien, puis qui peut vraiment l'aider là, pour mieux identifier ses émotions. Puis vous parliez de refléter. J'imagine que le parent doit aussi s'efforcer à faire du modelage, à être un exemple en quelque sorte pour l'identification des émotions. C'est une technique qui peut être gagnante. Oui, c'est très, très gagnant. Comme on peut prendre aussi des jeux, des mimes. Ouais. On pourrait prendre, par exemple, des histoires. Il y a plein de livres qui existent sur les émotions. D'ailleurs, on vous a mis une liste sur le site de l'UMR, qui est en lien avec une conférence qu'on a donnée récemment. Puis vous avez une liste pour les parents de toutes sortes de ressources qui pourraient être utilisées justement pour aborder les émotions difficiles comme la colère et la frustration. Fait que ça peut être un moyen aussi de lire une histoire. Et toi, est-ce que tu vis la même chose que le personnage? Quand est-ce que c'est plus difficile pour toi? Fait que ça aussi, ça peut être une amorce. Il y a des jeux aussi qui existent, OK? Où, par exemple, on doit faire des mimes puis on doit identifier l'émotion. Fait que là, on peut faire des pratiques avec l'enfant. Fait qu'on peut le faire aussi d'une façon qui est ludique. Oui, c'est ça. J'aime bien ce côté-là qui est ludique, qu'on le fait par le jeu plutôt qu'y aller par une leçon un peu plus Exactement, standard, par un jeu, par une histoire. Fait que ça peut être vraiment des moyens là, pour l'aider. Fait qu'on peut faire aussi un dictionnaire des émotions. Oui. On pourrait faire des collages sur l'émotion. Par exemple, toutes les figures que tu peux me trouver sur la colère. Ouais. Puis là, après, de regarder avec l'enfant, mais y a-t-il des éléments qui sont semblables? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont différents? Fait que ça peut être vraiment un autre bon moyen là, pour le faire. Super, parfait. Maintenant, je prendrais la deuxième habileté que vous aviez, qui était de moduler les émotions. Comment le parent, cette fois-ci, peut aider son enfant à mieux moduler ses émotions ou peut-être à venir se calmer dans une situation qui le rend en colère? OK. D'abord, pour bien moduler l'émotion, il faut qu'on soit capable d'identifier c'est quoi l'intensité de l'émotion. Parce que, par exemple, si je suis rien qu'un petit peu frustrée, bien, c'est certains moyens vont être utiles. Mais si je suis en pleine crise, peut-être que là, c'est trop tard. OK. Fait que la première chose, bien, ça va être d'aider avec l'enfant à voir bien, c'est quoi l'intensité de l'émotion que tu vis. Parce qu'après, pour chaque niveau d'intensité, bien, on va discuter avec l'enfant de moyens qu'il pourrait utiliser selon le niveau d'intensité. Fait qu'avec les enfants plus jeunes, ça peut être très simple. Le thermomètre peut rien qu'avoir 3 degrés. Ben oui. Vert, je me sens bien. Jaune, je commence à être un petit peu frustrée. Puis après, orange, puis après rouge. Ouais.
Tu sais, puis, mais après, avec les plus vieux, on peut aller avec des degrés, tu sais, avec plus de degrés d'intensité. Puis là, on va essayer de mettre des mots par rapport à ces niveaux-là. OK. Tu sais, pour que l'enfant, après, soit capable aussi de l'exprimer. Mais là, je me sens comme ça, qu'est-ce que je vais prendre? Fait qu'après, avec l'enfant, mais dépendamment des niveaux d'intensité, ben, on va utiliser des moyens mais qui va être capable de mettre en place. Fait qu'on va aider avec l'enfant à trouver des moyens. OK. Fait que 2 grands types de moyens qu'on peut avoir. Il peut en avoir plus, mais je vais vous donner comme 2 grandes catégories. OK. On a une première catégorie de moyens qu'on appelle les stratégies physiques. Les stratégies physiques, elles sont beaucoup plus efficaces pour aider à réduire la tension qu'on vit quand on a une émotion intense, autant comme la colère, mais ça pourrait être aussi là, une frustration intense ou même, ça pourrait être même, vraiment quand on a quelque chose, une émotion qui est très intense. Fait que c'est des stratégies qui vont nous aider à réduire nos tensions physiques pour retrouver notre état de calme. À s'apaiser, en quelque sorte. À s'apaiser, mais de façon physique. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on va penser? Il peut y avoir plein de moyens. L'activité physique, mais c'est déjà un moyen qu'on va appeler d'apaisement physique. Ça pourrait être des techniques de relaxation. Parce que la première qui est la plus simple, mais que les enfants, ils vont vous dire qu'ils n'aiment pas ça, mais c'est la plus simple et la plus efficace. La respiration. C'est la respiration. OK? La respiration profonde. Parce que quand on respire, quand on est en colère, souvent, on respire plus vite. Ah oui, tout à fait. De diminuer notre rythme de respiration, fait de prendre des grandes respirations profondes, aide vraiment à diminuer la tension physique reliée à l'émotion. Ça peut être des relaxations musculaires. Ça peut être des techniques aussi là, de pleine conscience, tu sais, on va s'apaiser en méditant. Ça peut être aussi des choses très physiques qu'on va toucher, par exemple des toutous lourds qui vont nous donner comme une sensation là, plus intense. Ça pourrait être de se bercer. OK? Les enfants, se bercer, ça vient de quand le bébé est dans le ventre de la mère. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui nous calme. Ça pourrait être d'avoir une couverture lourde. Ça pourrait être dans un endroit qui n'a pas de lumière. Il y a des enfants qui vont nous dire qu'ils aiment aller se cacher dans le garde-robe. Parce qu'ils aiment être apaisé dans quelque chose où est-ce qu'il n'y a pas de stimulation. Donc ça pourrait être dans une petite tente, ça pourrait être dans un coin, dans un Élysée Boy avec une couverture chaude. Fait qu'un endroit où est-ce que je pourrais m'apaiser, ça pourrait être aussi un retrait, mais pas pour une punition, mais dans un coin qui serait confortable et que je pourrais m'apaiser. Par exemple, ça pourrait être un gros coussin, tu sais, sur lequel je peux aller, etc. Fait que ça, c'est nos stratégies qui sont plus physiques. Pourrait rentrer aussi là-dedans des balles de tension. OK, oui. Des potées. Tu sais, des espèces de... C'est comme, ils appellent ça des potties en anglais, mais c'est comme des espèces de potées que je peux manipuler. Parce que le fait vraiment, tu sais, d'avoir une manipulation, bien, c'est en même temps, ça donne aussi un aspect là, physique qui va pouvoir être apaisant. Fait que ça, c'est nos premières grandes stratégies. J'imagine que c'est de l'essai-erreur, d'en essayer, de trouver quelque chose qui nous convient. Oui, parce que chacun, comme je le disais, c'est pas des stratégies qui vont être efficaces pour tout le monde. Pour tout le monde, mais aussi pour toutes les situations. Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, si je suis hypersensible, mais peut-être qu'il y a des textures que je n'aimerais pas qui ne me calmeront pas. Tout à fait, oui. Fait que ça, la première, donc, des choses qui sont plus physiques. Parfait. Les choses qui sont plus physiques sont les plus efficaces, surtout dans un premier temps, pour se calmer. Oui. La deuxième catégorie de stratégies, on appelle ça les stratégies de diversion de l'attention. OK. Ces stratégies-là vont être surtout efficaces quand l'enfant a des pensées qui n'arrêtent pas de se dire en boucle puis qui restent comme pris dans sa situation problématique. OK. Par exemple, il n'arrête pas de dire que l'autre personne le fait exprès, qu'il se fâche, puis il reste pris avec ses pensées. Puis ces pensées-là, c'est comme de l'huile sur le feu, ça nourrit sa colère. Fait que les stratégies de diversion de l'attention, c'est des stratégies pour comme couper l'émotion qui est la pensée qui nourrit sa colère pour qu'il pense à autre chose. Fait que je vous donne un exemple. Comme avec les enfants, il y a une stratégie simple où on les fait compter à l'envers. Fait qu'avec les petits, par exemple, de 20 à 1. Parce que quand tu comptes à l'envers, ça te demande plus d'énergie. Tu peux pas, pendant ce temps-là, penser à l'autre qui t'a fait quelque chose. Avec les plus vieux, on fait de 200 à 0, mais par bond de 4. OK, ouais. Est-ce que vous comprenez? Pour pas qu'ils pensent. Fait que ça pourrait être aussi une autre stratégie qu'on appelle de diversion de l'attention. Ça pourrait être de dessiner des mandalas, dessiner un dessin à numéro. Parce que quand tu dessines, tu es obligé de te concentrer. Ah oui. Ça pourrait être aussi, même
il y a des parents qui vont me dire, ouais, mais c'est comme si tu récompenses le fait, par exemple, qu'il a fait une crise. Mais c'est pas ça qu'on est en train de faire avec l'enfant. On est en train de lui montrer une façon de s'apaiser. C'est ça. Fait qu'un autre exemple, ça pourrait, par exemple, si un enfant, c'est le cas de jouer avec des Legos, Oui. de trouver des choses dans un bac où est-ce qu'il y a plein de choses de cachées puis qu'il va manipuler. Ça pourrait être, par exemple, de faire une activité artistique. Ça pourrait être de faire un montage quelconque, comme des Legos, des montages, etc. Ouais. Fait que quelque chose qui va arrêter sa pensée. Il y a des petits objets aussi qui vendent, par exemple, comme des spirales qui descendent ou de la lumière. Mais c'est le même principe. C'est l'enfant regarde, puis ça l'aide à se calmer parce qu'il arrête de penser à ce qui le préoccupe trop. Fait que donc, 2 types de stratégies, puis qui n'ont pas le même effet bénéfique. Fait que ça va être important d'explorer avec l'enfant, puis qu'est-ce qui lui fait vraiment le plus de bien. Super, c'est très concret, merci. Et finalement, pour la 3e catégorie, qui était exprimer ses émotions, quelle stratégie le parent peut mettre en place? Peut-être avant, j'en ai oublié une... Ben oui, allez-y. J'en ai oublié une dernière là, qui est importante, parce que si l'enfant, il y a trop de pensées tout le temps, puis que c'est les mêmes pensées... Je vous donne un exemple. Tu sais, que, par exemple, il va tout le temps se chicaner avec son frère sur le divan. Oui. Bien, puis il va se dire des choses. « Ah, il fait pas exprès pour me pousser, il fait telle affaire, telle affaire. » Fait qu'un élément qui va être important aussi par rapport à ça, c'est peut-être d'aider l'enfant à identifier. Puis y a-tu des pensées que tu te dis dans ta tête? Puis que quand tu les dis, bien, ça augmente ta colère. Et là, on va essayer de trouver avec l'enfant ce qu'on appelle des pensées froides. Okay. Est-ce que tu pourrais dire des choses qui éteigneraient le feu, OK? Ou qui t'apaiseraient en pensant pensée froide parce que ça va te ramener comme au calme? Fait que, par exemple, ben, de se dire dans sa tête, quand par exemple, l'enfant le dérange, ben non, il l'a pas fait pas exprès. Ou ça va me couler comme sur le dos d'un canard. Ou je suis aveugle, ça va pas, je vais pas voir qu'est-ce qui se passe. Fait une pensée qui pourrait se dire pour vraiment l'aider à se calmer. Ça va être un autre élément qui va pouvoir être important. OK. Ça rentre dans la 2e catégorie. Ça rentre dans la 2e catégorie aussi de diversion, de l'attention. Parfait. Donc, je vous redonne ma question. Qu'est-ce que le parent peut faire maintenant pour aider l'enfant à mieux exprimer ses émotions? Bon. D'abord, peut-être que j'aimerais rappeler que les 2 premiers éléments qui vont être importants, c'est vraiment l'identification et la modulation. L'expression des émotions, sur le coup, on ne peut pas nécessairement toujours le faire parce que si l'enfant est en pleine crise, de lui demander comment il se sent puis tout ça, c'est pas le bon moment. Donc, le premier élément pour l'aider à mieux exprimer ce qu'il vit, c'est d'abord de chercher un bon moment. Ouais. OK? Un moment propice, ça veut dire quand il s'est calmé, et puis un endroit aussi propice. Ça veut dire un endroit qui est calme où est-ce qu'on va avoir vraiment le temps de discuter. OK. Fait que dans un premier temps, ça va être vraiment, si l'enfant a de la difficulté, bien, on peut un peu comme tantôt on avait pour l'identification des émotions, mais on peut nous-mêmes lui refléter qu'est-ce qu'on se vit. Bien là, j'ai l'impression que tu es comme ça. Est-ce que c'est à cause de tel élément? Fait que de l'amener, si lui a de la difficulté à le dire, bien, de l'amener à voir, bien, puis à lui refléter ce que nous, on voit. OK. Et ensuite, bien, ça va être de lui montrer comment faire. Fait qu'un message, souvent, qu'on enseigne aux enfants, c'est ce qu'on appelle le message-je. Fait que le message-je, c'est d'exprimer comment on se sent. Fait que je me sens comme ça, mais aussi de dire pourquoi et de dire qu'est-ce qu'on aimerait à la place pour que ça se répète pas. OK. Fait que, dans le fond, ce que je comprends de vos propos, c'est que les 3 habiletés sont des préalables. Pour être capable d'exprimer ses émotions, il faut d'abord être capable de les identifier et de les gérer, ou c'est pas nécessairement le cas? Pour être capable de bien les exprimer, il faut d'abord qu'on les ait gérés. Mais c'est sûr que les 3 vont aller ensemble, parce que plus l'enfant va être capable d'exprimer, bien, moins ça va devenir comme une espèce de petite boule qui peut exploser. OK? Parce que la soupape va s'ouvrir. Ouais. OK? Puis ça va empêcher une explosion. Mais tranquillement, bien là, on va l'aider à développer, puis en lui donnant vraiment comme des mots pour le faire. OK, super. Est-ce que vous aviez d'autres stratégies pour mieux exprimer ses émotions ou ça faisait le tour? Bien, peut-être ça va être important ici encore plus le modelage.
Oui, bien sûr. OK? Parce que quand nous-mêmes, on vit des émotions, mais si nous, on est capable de l'exprimer avec le message de lui dire pourquoi on se sent comme ça, qu'est-ce qui a amené ça, puis qu'est-ce qui ferait qu'on se sentirait mieux, Oui. bien, à force de le modeler, ça va lui donner vraiment comme des images pour pouvoir le faire pour lui-même. Fait que ça va être un point vraiment important. Donc, de parler de nos émotions, nous-mêmes. L'autre, de laisser savoir, tu sais, les émotions qu'on vit. Fait que ça va être vraiment important. Donc, ça serait vraiment les éléments les plus importants. Parfait. Ben c'est super concret. Ça va bien outiller nos auditeurs. Puis, je pense que je vous laisserai le mot de la fin. Donc, en terminant, quels sont les messages les plus importants que vous aimeriez que les parents retiennent par rapport à la colère et la frustration? Bon, d'abord, comme je l'avais dit au départ, c'est une émotion qui est normale. Fait que l'important, c'est d'apprendre d'abord, tu sais, à l'identifier. Parce que si on n'a pas identifié comment on se sent, on ne sera pas capable de prendre les bons moyens pour se contrôler. Donc, l'identification de l'émotion est super importante. Pas rien que d'être capable de nommer l'émotion elle-même, mais d'identifier les signaux. Oui. Fait que ça va être vraiment très important. L'importance de lui enseigner différentes stratégies, parce que les stratégies sont pas efficaces pour toutes les personnes, puis sont pas non plus efficaces selon toutes les situations. Donc, l'importance vraiment d'avoir différentes stratégies. Peut-être un élément qu'on n'a pas parlé non plus, mais c'est aussi tous les autres moyens qui pourraient être utilisés quand on ne peut pas, par exemple, exprimer l'émotion à la personne. Je vous donne un exemple. Supposons que moi, j'ai été victime d'intimidation. Peut-être que je ne pourrais pas le dire à la personne quand ça s'est passé, par exemple, dans l'autobus, puis que là, je ne pourrais pas lui exprimer qu'est-ce qui s'est passé. Mais est-ce que j'ai des moyens plus sains de me défouler? Oui. Fait que ça aussi, ça va être important de trouver des moyens pour que dans des choses saines, ça peut être par exemple l'écriture, ça peut être l'art, ça peut être d'aller courir, d'aller faire une activité physique intense, donc de trouver des moyens sains pour les moments où je ne pourrais pas exprimer à la personne verbalement qu'est-ce que j'ai vécu pour que ça ne reste pas pris à l'intérieur de moi. Fait que ça va être un autre élément là, qui va être important aussi. Très intéressant. Encore là, ben, être un modèle et essayer de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Oui, c'est ça, de toujours se rappeler qu'il y a des facteurs qui peuvent aggraver la situation. Puis de prendre soi-même une grande respiration. Oui, c'est ça. OK, quand l'enfant est difficile, pour garder notre calme puis l'amener aussi à s'apaiser. Super. Ben, merci beaucoup, Lynn, pour cette belle discussion. Je suis certaine que les parents qui nous écoutent, tout autant que le personnel enseignant ou le personnel éducatif, en a beaucoup appris sur comment on fait pour mieux gérer sa colère et sa frustration. Merci. Et chers auditeurs, ben, merci encore pour votre écoute et restez à l'affût des futurs épisodes du balado L'éducation sous la loupe de l'UMR Synergia. Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Cet épisode est fièrement propulsé par les fonds de recherche du Québec via le programme Dialogue, volet chercheurs et chercheuses. Enfin, merci aux productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.